sujet avec Anis Moraï. Et dans le vif du sujet avec Anis Moraï tous les mercredis matins à partir de 8h. Bonjour Anis. Bonjour Raphaël. En pleine forme aujourd'hui? Très bien même. Un sujet que vous préparez depuis un bon moment, qui vous tient à cœur, la loi électorale, fait, et le thème de notre émission pour aujourd'hui. Exactement. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Madame Lili Herbey, membre du bureau exécutif de l'Association tunisienne pour l'intégrité et la démocratie des élections à Atid. Bonjour. Bonjour Rafef. Bienvenue sur RTCI. Merci. Également, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Rafiq Haloueni, coordinateur général du collectif citoyen pour le contrôle des élections, Mouraqiboun. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Alors, et également avec nous en direct, Madame Nejla Bouriel, pour nous parler. Elle est membre de la commission de la législation générale, puisque l'association Aratid a remis son projet pour la loi électorale à l'Assemblée, à l'ANC hier. D'ailleurs, on rappelle, l'association Aratid a organisé une conférence de presse pour présenter son projet. Et on va voir avec Madame Nejla Bouriel, députée à l'Assemblée nationale constituante. Par rapport à cette problématique. Voilà. Oui. Bonjour Madame Nejla Bouriel et bienvenue sur RTCI. Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, Anis, avec vous, pour vous poser des questions. Bonjour Madame Bouriel. Bonjour Anis, bonjour. Alors, là, depuis quelque temps, nous avons entendu qu'il y a plusieurs projets qui ont été avancés à l'Assemblée nationale constituante pour qu'ils soient pris comme fondement, comme de base pour le projet de loi électorale. Et là, on a entendu, il y a d'abord le projet de Jeunesse sans frontières qui a été déposé donc au bureau d'ordre de la présidence de l'ANC. Et puis, celui de Ratid qui est venu un peu plus tard que le premier projet. Il y a aussi le projet de Marset Chehed pour l'inscription des électeurs, donc 3 projets finalement. Mais là, nous avons entendu Madame Bouriel qu'il y avait une petite problématique par rapport au projet de loi de Ratid. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la méthodologie de travail de la commission de législation générale? Notre commission a voulu faire démarrer les discussions sur la base d'un travail fait. Donc, on ne voulait pas démarrer avec une feuille blanche, parce qu'on sait très bien que le temps presse et que ça ne va pas être très judicieux. Vous avez retenu la leçon. On a eu... Ah oui, il le faut. Donc, on a reçu à l'ANC le projet de 3 associations qui sont Fondation pour le futur, Jeunesse sans frontières et Centre de citoyenneté. C'est celui de la TID. Non. Qui a été déposé le 24 janvier. Et un autre projet qui ne parle que de l'inscription des électeurs qui a été déposé le 18 septembre 2013. Ce sont 2 projets qui ont été déposés et qui ont passé par le bureau de la présidence. Le bureau d'ordre, et puis il y a eu la réunion de bureau de l'ANC qui doit faire passer tous les projets de loi vers les commissions concernées. Donc, on a reçu que ces 2 projets. Le projet de Atid. Moi, j'ai plein d'amis au sein de Atid et je les ai contactés, je leur ai dit, il y a des projets devant nous et il n'y a pas le projet de Atid. Le projet de Atid, il a été déposé le 10 février. Le 10 février, donc il doit passer obligatoirement par le bureau de l'ANC. Madame Bouriel, excusez-moi, est-ce qu'il y a une date limite pour la réception des projets? Non, tous les projets de loi qui concernent les élections, il n'y a pas de date. C'est stipulé dans il faut qu'il soit parrainé par 10 élus pour qu'il passe, voilà, oui. Voilà, il a été parrainé. Le projet de Atid, moi j'ai signé le projet de Atid et le projet de Jeunes sans frontières. Est-ce que tous les blocs, excusez-moi Madame Bouriel de vous interrompre, mais c'est très important de poser ces questions-là, est-ce que les différents blocs au sein de l'Assemblée nationale constituante ont adopté ce projet?
Oh, je ne sais pas qui a signé, mais je sais qu'il y a plein d'élus qui ont signé. Il y a eu 12 signatures. Il ne fallait que 10, mais ils ont eu 12 signatures, mais dans la précipitation, parce que le 10 février, il n'y a pas beaucoup de commissions qui travaillent, plein d'élus sont absents, ils sont pas là, donc il fallait faire un effort pour recueillir les signatures demandées. Donc le bureau de l'ANC ne va se réunir que ce jeudi. Après-demain. Donc, on ne peut pas travailler sur un projet de façon légale, soi-disant, dirais-je, sans que ça soit passé par le bureau. Mais, malgré ça, nous, dans les discussions au sein de la commission, on est en train d'utiliser cette base-là pour faire une comparaison entre les deux, entre la base du travail qu'on a, le projet de Jeunes sans frontières. Donc de façon informelle, mais de façon informelle. D'accord. Donc si on veut vraiment être dans la légalité, il fallait absolument donner le projet à temps et donner aux élus qui sont dans l'ANC de voir le projet et de discuter dessus. Moi, j'ai signé sans le lire même, parce que je crois que après on peut rectifier, on peut prendre des choses et ne pas prendre d'autres, mais tout travail de la société civile, il est vraiment très utile dans notre travail. Donc si j'ai bien compris, ce n'est pas très important qui a élaboré donc les projets. L'essentiel, c'est d'avoir une loi électorale importante, représentative de tous. Voilà. Justement, c'est pas, voilà, justement, c'est le fait d'avoir plusieurs avis et qu'on peut même recueillir à travers les médias, qu'on peut recueillir à travers des gens qu'on connaît. Donc l'essentiel, c'est d'avoir en fin de compte une loi électorale qui va assurer cette transition démocratique et faire des élections en bon et due forme. C'est ça l'essentiel. C'est pas qui a donné le projet. Donc le projet de Atid, Inch'Allah, sera devant nous le vendredi. Parce qu'il va passer par le bureau de l'ANC jeudi. Oui. Merci beaucoup, merci Madame Nejla Bouriel. Je rappelle, vous êtes députée à l'ANC, également membre de la commission de la législation générale. Madame Lilia Herbey, je crois que vous voulez rebondir. Oui, tout à fait. Bon, je tiens d'abord à saluer toutes vos auditrices et tous vos auditeurs. Je tiens également à saluer Madame Nejla Bouriel, qui était en direct maintenant par téléphone avec nous, qui a également signé la proposition de loi que nous avons déposée. Alors là, bien entendu, pour nous, c'est une énorme surprise. Donc, ce que je retiens de ce qui a été dit et de ce qui a été fait, c'est que, en fait, donc l'ATID, tout le monde, je crois, aujourd'hui connaît. Donc, nous avons déposé la loi sur l'ISI. Nous avons à plusieurs fois, c'est nous qui avons proposé les premiers, la constitutionnalisation de l'ISI. Donc, ça a été fait. Nous avons attendu que la Constitution soit terminée pour peaufiner notre loi électorale sur laquelle nous travaillons déjà depuis 3 mois pour qu'elle soit justement conforme à la Constitution. Il n'y a pas de deadline. Nous déposons, et donc on a entendu Mme Kalthoum Badreddine qui avait dit qu'elle attendait le projet de l'ATID, voilà, qui est la présidente de cette commission, effectivement, qu'elle attendait la proposition de l'ATID. Donc nous l'avons mis réarrangé de manière à être conforme à la Constitution. Nous déposons, il n'y a pas de deadline, donc nous déposons lundi dernier, et jusqu'à aujourd'hui. Donc ce projet est refusé, donc, et le président de l'ANC n'a pas encore signé. Donc d'un côté, on presse la société civile qui ne fait que travailler depuis bénévolement pour son pays depuis la Révolution, mais là, et à la fin, donc juste parce que le bureau ne signe pas, 10 jours ils prennent pour une signature pour que cela passe. Donc hormis le fait que quand même ce projet a été parrainé par 12 députés, donc qui sont des représentants du peuple qui ont porté ce projet. Alors je précise également que les 12 députés, nous les avons choisis, même si c'était pas dans la précipitation.
le projet, on est en train de le travailler depuis des mois. Mais nous avons choisi, conformément à notre ligne de conduite neutre, de le faire parrainer par les différents blocs, donc pour qu'il n'y ait pas une couleur, justement, par rapport à ce projet. Et là, qu'est-ce qu'on nous répond? Que voilà, c'est trop tard, il est là, mais pour des raisons de signature, nous ne pouvons que le faire informellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne veut pas reconnaître formellement le travail de la société civile, que nous allons travailler sur ce projet, mais que nous ne reconnaissons pas. Le travail de Atid et non pas de la société civile, parce que Jeunesse sans frontières, il a été... Oui, mais nous faisons... Oui, mais Jeunesse sans frontières. Alors maintenant, que les projets SHADE, comme ça vient d'être annoncé, donc c'est très bien qu'on travaille sur ça, mais ce sont des projets qui ont été déposés avant la Constitution. Donc, si on veut être logique, on attend que la Constitution soit terminée et à la lumière de ça, donc nous, on a tenu à faire les choses en règle, donc à mettre notre projet conformément à la Constitution et à le mettre sur la table. Donc, c'est ce qui fait que notre projet, donc justement, est conforme à la Constitution. Rafiq Halouani, j'imagine que vous avez une idée complètement différente de ce que vient de dire Madame Berry par rapport à cette initiative, je dirais, citoyenne de la société civile pour avancer des projets de loi. C'est pas une idée complètement différente, mais moi ce qui me fait peur, c'est ce que disait notre chère collègue Madame Bouriel, c'est on signe sur des projets de loi sans même les lire, et donc... ça veut dire, puisqu'on est ami avec, c'est une amie, donc elle fait confiance à l'institution, elle fait confiance à Atid, donc on accepte. Ce n'est pas une amie. Cela ne signifie pas qu'il va passer. Ce n'est pas une amie, je tiens. Elle va être examinée. Elle peut être une amie sur le plan personnel. Ceci étant dit, si c'est pour dire que nous avons pas du tout, on l'a fait signer par... C'est une relation, je dirais, privilégiée entre la société civile et... C'est-à-dire c'est un lien de confiance. Un lien de confiance. C'est un lien de confiance. Et donc on connaît comment ça se passe à l'ANC, on demande à des députés, on l'a fait déjà, ils nous signent parce qu'ils nous font confiance. C'est un point à la ligne. C'est pas une question. Moi, je pense qu'il faudrait pas polémiquer. C'est une aberration. C'est des gens de la société civile, ils travaillent, et puis leur projet, il sera pas retenu officiellement. Mais l'intérêt ou l'essentiel, c'est pas une question d'officialisation. Il va être retenu. Nous, on pense qu'en tant que société civile, on s'en fout à la limite des trucs officiels et des trucs. Nous, on veut que notre plaidoyer arrive. Atid a des idées de projet. Exactement. Le projet, ils ont, d'après mon avis personnel, ou aussi l'avis de Mouraqiboun, le projet d'Atid avait plus de sens, même s'il est tronqué parce qu'il traite seulement des législatives, il ne traite pas aussi de la présidentielle et autres aussi des municipales. Mais ils sont partis de l'article de loi 35 et avec des amendements. Donc donc à la limite, moi je veux dire, c'est pas une question d'officialisation. Si Atid, leur projet, il est sur la table, nous aussi en tant que société civile, on a commencé à travailler en bloc. Cette association, on travaille ensemble, on invite aussi Atid à nous joindre pour faire des critiques positives ou des projets d'amendement au projet qui a été déposé par JSF et Centre Citoyenneté. Cheikh dit traite seulement de l'inscription. Et donc, c'est pour proposer des amendements à ce projet de loi. Moi, je pense que ça ne sert à rien de polémiquer beaucoup. Le projet, c'est-à-dire réel, il existe, il est officiel ou il n'est pas officiel. C'est une question de perception. Moi, je pense qu'on ne peut pas traiter 4-5 projets en même temps parce que ça va nous donner, comme on dit, c'est nous, une shakshuka. On prend du copy and paste. Là où des choses existent dans la même... Les idées sont claires, ce que voulait dire Atid, c'est-à-dire ils ont il y a, comme on appelle, des grosses roches, il y a des lignes maîtresses et sur lesquelles il faudrait faire du plaidoyer. Justement, on va essayer, Rafef, d'aller dans le fond de ces projets-là parce que c'est le plus important. D'abord, vous, cher Atid, Madame Herber, vous avez élaboré un projet de loi sur les législatives. Tout à fait. Vous n'avez pas élaboré un projet de loi sur les présidentielles. Et sur les législatives, vous avez donc adopté un projet qui comporte 160 articles quand même, qui sont donc agencés en 7 chapitres, en différents 7 chapitres. Moi, je vais essayer, pour nos auditeurs et auditrices, d'aller dans le fond du sujet, parce que le problème de la loi électorale, il n'est pas bien compris par les citoyens. D'abord, je vais commencer. Pourquoi vous avez retenu ce scrutin proportionnel, donc avec les plus forts restes, celui qui a été retenu lors du scrutin AFEF du 23 octobre. Exactement, au 23 octobre, et qui a donné lieu, donc, je dirais, à des
résultats qui ne reflétaient pas réellement donc, la représentativité, sachant que 1,3 million voix, en fait, des Tunisiens qui sont allés voter ce jour-là ne sont pas représentés actuellement. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Alors, tout d'abord, si vous permettez, je vais dire 2 mots à propos de la méthodologie que nous avons choisie très très rapidement, parce que c'est très important. C'est vrai que je suis enseignante, et donc, mais la méthodologie compte. En fait, ce que nous avons fait pour pondre ce projet, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la société civile dans son ensemble, les observateurs dans son ensemble, donc avec Mouraqiboun, Chehed, JSF, la TDC, les femmes la Ligue des femmes électrices, donc, et bien entendu nous avons travaillé ensemble pendant quelques mois pour sortir des recommandations communes. Nous avons sorti 75 recommandations, donc qui sont quelque part la base sur laquelle toutes les associations sont d'accord. Donc le plus petit dénominateur commun. Et c'est à partir de ces recommandations que ça a été, disons, le fond de base. Et donc je pense que le projet de JSF a fait de même, donc le projet qui est également sur la table. C'est pour cela qu'il a retenu lui aussi le scrutin donc proportionnel. Voilà. Non. Par contre, au niveau des recommandations, nous ne sommes pas avancés sur le mode du scrutin. D'accord. Je vais y revenir tout de suite. Pourquoi? Ensuite, donc ce que nous avons fait, donc c'est au niveau de nos bureaux régionaux, c'est un travail qui vient de toute la TID. On voulait que le projet ATID ne soit pas le projet de quelques-uns, mais donc pendant 3 jours, nous avons invité, disons, les représentants de tous les bureaux atidiens, donc les 27, donc qui étaient là, qui ont travaillé dans des ateliers avec des experts juristes, donc sur la base des recommandations pour sortir, donc quelque part, c'est, si j'oserais dire, c'est quelque chose qui sort des tripes donc de la Tunisie, de la société civile, de la TID, et donc voilà, ça a été fait comme ça. Maintenant, pour répondre à votre question concernant le type de scrutin que nous voulons, que nous avons mis dans notre projet. Alors maintenant, ici, la polémique, en fait, uninominal, scrutin par liste, etc. La différence, c'est quoi? Alors, dans un cas, dans le vote, donc dans le mode de scrutin uninominal, comme c'est le cas, par exemple, au Royaume-Uni, en France, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? On aura, d'abord, c'est un vote sur les personnes et pas sur les partis et pas sur les programmes. Et ensuite, ça mènerait à la fin, avoir donc le parti, disons, le parti le plus représenté, c'est celui qui aura le maximum de places. Et ensuite, en deuxième position, le deuxième parti et plus rien après. Donc on risque pas d'avoir cette richesse. Quelque part la bipolarisation existante. Exactement. Oui. Et donc nous, de notre côté, on se dit que la prochaine étape, c'est quoi? Donc elle sera encore cruciale parce que une fois qu'on a une nouvelle constitution, la constitution de la Deuxième République, il va falloir sortir toutes les lois, tout l'arsenal juridique qui va avec cette constitution. Et donc pour nous, l'idée de coalition, de tachawur, de discussion, de la communication, de la concertation, qui a fait la richesse du processus tunisien et qui a fait qu'aujourd'hui, donc, nous sommes peut-être le seul pays du printemps arabe à avoir dépassé ces contradictions et les problèmes, c'était justement cette force donc des discussions et notamment avec la société civile. Et donc c'est pour cette raison que nous avons préféré que le mode de scrutin donc soit un mode de scrutin par liste. Et deuxième chose, si vous permettez, sur la deuxième question que vous avez posée, donc il y a eu, c'est vrai, effectivement, 1 200 000 voix qui sont parties à la poubelle, qui n'ont obtenu aucun siège. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu dispersion des voix, parce qu'il y a eu énormément de listes qui se sont présentées. Rien que sur l'Ariana, je vous rappelle qu'il y a eu 97 listes. 95 listes, donc un peu de choses. Oui. Donc en fait, c'est ce qui a fait qu'il y a eu une dispersion de voix et pas autre chose. Et donc là, l'idée, c'est pas le mode de scrutin qui est à remettre en question. C'est l'objectif. Mais c'est l'objectif et il y a d'autres moyens que nous avons proposés, donc dont notamment le fait du parrainage, donc On reviendra au parrainage. Voilà. Oui, parce que Anis va essayer de nous expliquer encore plus la différence entre les modes de scrutin nominal et scrutin de liste. Alors, généralement, en fait, on distingue dans les modes de scrutin entre 3 modes. Le scrutin majoritaire, le scrutin proportionnel, et puis une mixture ou ce qu'on appelle donc un scrutin hybride. Je m'explique. Pour le scrutin majoritaire, c'est un scrutin qui va se faire, c'est des élections sur des individus, donc, sur des personnes. Le nominal.
Non, attendez, j'arrive à expliquer. Donc d'abord, il faut retenir qu'il est intuitu personné. Allez, on va dire ça comme ça. On va essayer de choisir des personnes. Et en Tunisie, nous avons un exemple, justement, donc d'un scrutin majoritaire. Voilà, c'est l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est une élection en Tunisie en fonction de la constitution, de la nouvelle constitution, qui prévoit donc un scrutin sur les personnes. D'accord. Ce scrutin majoritaire sur les personnes, il peut être dans les présidentielles, il peut aussi être dans les législatives. Voilà. Il est uninominal ou plurinominal. Qu'est-ce que cela signifie uninominal? C'est-à-dire on va essayer d'élire une seule personne sur ceux qui se représentent. Plurinominal, c'est-à-dire on va essayer d'élire... Une liste. Non, pas une liste, juste on parle pas de liste. Plusieurs personnes dans la liste des personnes qui se présentent. D'accord. En Tunisie, pour revenir à notre cas de figure qui est la présidentielle, nous avons l'uninominal à 2 tours. Cela signifie quoi? Cela signifie si nous avons par exemple 5 personnes qui se présentent pour les élections présidentielles. Si nous sommes dans un uninominal, donc ce scrutin uninominal à 1 tour, celui qui arrive à obtenir plus de suffrages ira directement donc s'investir de la magistrature suprême. En Tunisie, nous avons choisi un uninominal à 2 tours. Cela signifie quoi? Celui qui n'obtient pas, dans la première élection, 50%, on fait un deuxième round avec les 2 qui ont obtenu plus de suffrages. Les 2 uniquement. Et là, celui qui obtient donc plus, voilà, c'est-à-dire plus que 50%, c'est lui qui sera donc retenu. Maintenant, il y a une autre forme de scrutin, un autre mode de scrutin, c'est le scrutin proportionnel. Et là, on met de côté les personnes et on va choisir des listes. C'est-à-dire, c'est des listes, le parti X, le parti Y, le parti Z va présenter des listes. L'électeur ne connaît pas forcément, n'a pas de relation directe, à contrario du scrutin majoritaire, là que je viens de citer, l'uninominal, et là, bien évidemment, je parle des législatives, et comme ça, on va voter sur des programmes, on va voter sur la notoriété d'un parti, on va voter sur, je dirais, ce que ce parti a avancé en termes, je dirais, de campagne électorale. Donc il n'y aura pas une élection sur la base de Rafef Arleya ou de Anis Mourey ou de Rafiq Halouani. Non, on va dire par exemple, on va choisir tel parti. Donc si vous êtes dans cette circonscription électorale-là, vous souhaitez voter pour ce parti, vous allez voter sa liste. Et là, toute la liste, si elle obtient donc des places en fonction des suffrages, ira à la Chambre, je dirais, ira au Parlement, le Conseil des représentants du peuple. Et puis, il y a donc une mixture ou un scrutin qui est hybride entre les deux, qui prend un peu des deux, qui prend le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel, essaie de mixer, mais il est très très difficile à élaborer. C'est le cas pour les législatives en Allemagne, par exemple. Donc en Allemagne, on utilise donc un mode de scrutin qui est hybride. Voilà. Moi, je voudrais vous poser une question, Monsieur Rafiq Halouani. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous partagez l'avis du projet de Ratid? On partage, c'est exactement, on a reporté le mode de scrutin qui a été utilisé dans le décret loi 35, c'est-à-dire, c'est ça. Et le décret loi 35, juste pour nos auditeurs et auditrices, c'est celui qui a appelé donc à élire l'Assemblée nationale constituante lorsque c'est un décret loi, c'est Fouad El-Mazar donc qui l'a signé. Voilà. Et pour une raison vraiment pragmatique, on ne va pas changer normalement dans les bonnes pratiques au niveau international, on ne change pas le mode du scrutin pour les élections d'après. C'est-à-dire toujours, on fait un tampon. C'est-à-dire, si on décide de changer le mode de scrutin aujourd'hui, ça ne sera pas pour les prochaines élections, mais pour celles d'après. Parce qu'on se dit, c'est pas nous, en Tunisie, qu'on a fait cette meilleure pratique, mais ça se passe ailleurs. C'est-à-dire, on voudrait pas que les gens qui décident aujourd'hui décident aussi et peuvent changer les règles du jeu. Donc nous, pour une raison très pragmatique, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de distorsions en nombre de poids électoral, c'est-à-dire parce qu'il y a le mot du scrutin, il est relié aussi avec la taille des circonscriptions. On a des petites circonscriptions en Tunisie qui ont eu une bonification, c'est-à-dire ils ont eu plus. On reviendra à ce sujet. Mais c'est vraiment, lorsqu'on parle de mot du scrutin, ça va ensemble, mot de scrutin et circonscription. Donc nous, pour une raison très pragmatique, on ne voudrait pas toucher au mode de scrutin. Ça, c'est un. 2. Le point positif par rapport au projet entre Ratid, c'est-à-dire l'article décret loi 35 et le projet proposé par JSF et Centre Citoyenneté, c'est eux, ils parlent
d'un plancher, ou plutôt, c'est-à-dire d'un seuil, le seuil de 3%, et le seuil de 3%. Ça aussi, c'est notre problématique. Et ça, on n'est pas pour nous, cette question de seuil, c'est pas pour une question de le seuil, c'est-à-dire pour rationaliser les candidatures. On va essayer de l'expliquer un peu, voilà, le seuil de 3%. Alors, la question, Rafef, au risque de monopoliser, excusez-moi un peu la parole, mais pour expliquer, c'est très important cette question pour l'incitation à aller voter. Donc, au fait, la question, c'est de ne pas faire diluer les voix, comme on l'a vu avec les 1 200 000 voix qui sont allées à la poubelle, comme vient de le dire Madame Herberry. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour les listes, entre guillemets, non sérieuses, ou les partis non sérieux, qui essayent de rentrer dans les élections uniquement pour toucher l'argent du contribuable en termes de financement public. Parce que vous savez, lorsque vous présentez une liste où vous êtes un parti et que vous vous présentez aux élections, vous avez le droit à une somme d'argent assez conséquente pour préparer pour financer. Il y a un financement public qui est assuré par l'État. Il y a aussi un financement privé qui est donc réglementé par la loi. Or, ça peut devenir un fonds de commerce. Chacun va se dire, écoutez, moi j'ai envie de toucher un peu le Graal, hein, si vous voulez, le sésame, je vais essayer de me présenter, je vais faire venir mon pote, l'épicier du coin. Et ça s'est fait en 2020. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'établir un seuil qui diffère, il est de 3%, il est de 5%, en Turquie il est de 10%, et les listes ou les partis qui n'obtiennent pas donc 3% de suffrage dans la circonscription, seront éliminés et forcément donc ne vont pas être représentés. Et là, ils doivent rembourser ce qu'ils ont donc obtenu en termes de financement. Alors, voilà. Donc en fait, nous sommes contre. Je termine juste avec ça. Chez Aratid, ils n'ont pas retenu le seuil et ils ont une explication. Oui, tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas retenu ce seuil-là? Alors c'est vrai que là, parmi les pays qui l'ont fait, donc en fait, quand on choisit un mode de scrutin, on le choisit en fonction de quoi? En fonction d'un historique, d'un contexte, etc. Par exemple, en Turquie, le cas que vous venez de citer, donc ils ont retenu ces 10%. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème politique. C'est énorme. Hein. C'est parce qu'ils ont un problème politique qui touche les Kurdes. Et donc c'était une façon d'exclure une frange de la société, donc d'être représentés. Donc nous en Tunisie, nous n'avons pas ce problème-là et notre idée c'est pas d'exclure, c'est au contraire de permettre au maximum de sensibilité d'être présente donc au sein de cette nouvelle législative du Parlement. Donc pourquoi? Encore une fois, parce que nous sommes en train de construire ensemble donc le pays, la Tunisie de demain. Donc pour nous, cette question d'exclusion donc n'a pas lieu d'être. Alors maintenant, comment éviter justement les votes non sérieux? Justement, puisque le problème est un problème de financement, nous avons attaqué... La candidature non sérieuse. Alors, la candidature non sérieuse, donc pourquoi? Parce qu'on se dit que peut-être donc que les gens vont essayer de candidater juste pour obtenir certains avantages. Donc nous avons ôté donc le côté financement, donc on a joué sur le financement, c'est-à-dire que dans notre cas, et aussi pour s'assurer que le contribuable ne paye pas justement cette facture qui a été très élevée la dernière fois, donc ce qu'on a fait, c'est que au contraire, ce sont les partis politiques qui engagent, donc qui commencent à financer leur propre campagne, et ensuite il y aura une restitution donc d'une partie de l'argent. Tout simplement, pourquoi une partie? Parce que également les partis politiques, c'est leur travail donc de miser quelque chose sur c'est un financement postérieur à la campagne. Exactement. Donc en fait, ils payent donc les partis politiques et une fois les résultats donc sortis, donc on va leur restituer une partie de l'argent à condition. Nous on est critique ça. On va avis complètement différent. On favorise les riches. On favorise pas les riches tout simplement parce qu'on peut mettre en place tout un arsenal, disons à côté, c'est-à-dire qu'ils peuvent emprunter. Alors maintenant, si on n'est pas sûr, non, on va pas défavoriser les pauvres. Si il y a quand même quelque chose à mettre sur la table pour entrer, on peut faire une campagne en n'ayant rien.
C'est toi qui si l'idée, je te l'invite à la faire. Non, moi je ne fais pas de politique. Je fais mon travail de société civile. Je ne me présenterai pas. Ceci étant dit, non, j'ai compris. Oui, mais le sujet est sérieux. Le sujet est tellement sérieux, il nous tient tellement à cœur. Surtout que Ratid, Afef, elle est au centre donc de pas mal de critiques. Moi, je voudrais avancer un peu, Rafir, si vous le permettez. Les projets donc retiennent. Est-ce que vous êtes pour l'inscription libre ou l'inscription automatique? Exactement. Active. Et ça, c'est un problème énorme. Je rappelle, Rafef, qu'il y a une différence entre l'inscription volontaire ou active ou l'inscription automatique. Qu'est-ce que cela signifie? Pour l'inscription volontaire, on ne va retenir que les personnes qui sont allées directement réclamer leur droit de vote. D'accord? Oui. Avec une marge qu'on pourrait ajouter de, je dirais, inscription automatique. Alors que les inscriptions automatiques, c'est le fait, dans les circonscriptions, de dresser par l'état civil ou les services de l'État les noms et prénoms des personnes qui sont en droit d'élire. Oui. Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, ça c'est une autre paire de manches, mais là, il y a aussi une polémique dessus. Oui. Alors oui, concernant cette polémique, donc nous avons, notre travail également émane, disons, de ce qu'on a observé la dernière fois et de nombreux dysfonctionnements qu'on a vus à cause justement de l'enregistrement passif. Et en plus, ça a été pire que ça, parce qu'au départ, c'était le principe de l'enregistrement actif, tout simplement. C'est ce qui a fait que nous avons maculé notre doigt avec l'encre d'indélébile. Ça, c'était arrivé plus tard. Mais au départ, l'idée, c'est que tous les Tunisiens, je vous rappelle, au lendemain de la Révolution, on a dit qu'on ne voulait pas des listes trafiquées de Ben Ali, donc des, soi-disant, les morts qui votaient, etc., et qu'on voulait avoir des listes propres. Donc l'idée était partie de là, et les scènes à la base. Donc là, l'idée, c'est que les Tunisiens aillent voter, et l'ISI, d'ailleurs, à l'époque, avait fait une excellente campagne, donc pour aller s'enregistrer, et on a observé que les gens, donc au départ c'est vrai que c'était timide, et ensuite les gens faisaient la queue pour aller s'enregistrer, jusqu'à ce qu'il y a eu l'annonce, donc surprise par l'ISI en disant que voilà, de toutes les façons, vous serez enregistré automatiquement. Et là, on a observé que du jour au lendemain, il n'y avait plus personne devant les bureaux. Or, ceci a posé de grands problèmes. Pourquoi? Parce que les files d'attente qu'on a vues le jour des élections, c'est dû également à ça, en partie. En partie, hein, il n'y a pas. Mais ce qu'on a observé, oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu surcharge? S'ils avaient fait 600 oui, mais même, c'est-à-dire on a dû rajouter à la fin des bureaux additionnels. On a dû à la fin, donc, et on a observé le plus de fraude électorale au niveau de ces bureaux-là, justement. On a dû au niveau de la formation. Oui, donc je finis. Donc au niveau de la formation, donc l'ISI a été confrontée à un grand problème parce qu'elle a dû également à la va-vite suite à cette décision, donc recruter du personnel qu'elle n'a pas eu le temps de former, il y a eu des infiltrations politiques, etc. Donc en fait, tout est parti de là. Et quelques chiffres également, donc sur les 4 millions et quelques qui se sont enregistrés d'une manière volontaire, il faut qu'on sache qu'il y a 85% de ces gens qui sont partis voter. D'accord. Par contre, sur les 3 millions et quelques qui restent, il n'y a eu que 500 000 personnes parmi ces gens-là qui sont partis voter. C'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas rien, mais c'est le 7e. Quand on fait la différence, c'est pas rien. 85. Tu défends maintenant Non, c'est pas rien. Ah, d'accord. C'est pas rien. Je voudrais dire. Alors non, j'ai pas. Excusez-moi. Donc j'ai fini juste. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Non, je monopolise. Il a raison. Je lui passe tout de suite la parole. Donc c'est. Il faut avancer sur. Il y a d'autres sujets que je voudrais évoquer. Alors sur les 80. C'est clair. Donc que l'enregistrement doit être actif. C'est pas parce qu'il y a des accidents de la route qu'on va interdire les automobiles. C'est ça ce qui nous frustre en tant que Mouraqiboun en Tunisie, c'est qu'on essaie de trouver les solutions de facilité. Attends, je t'ai laissé parler, s'il te plaît. C'est juste pour savoir, est-ce que tu défends le passif ou il va le dire. Nous, on veut un régime mixte, c'est-à-dire les données qui ont été dites par Atid, c'est les statistiques officielles du LISI. Sur les gens qui n'étaient pas inscrits volontairement, c'est-à-dire sur l'inscription passive, on a pu sauver 500 000 voix. 500 000 voix sur les 4 millions qui ont voté, c'est pas peu. C'est pas peu, les amis. C'est 500 000 voix. Donc, nous, on est pour avoir le maximum. On est en phase transitoire, on est
pour le fait d'avoir le maximum de personnes qui puissent participer au vote. On laisse une participation, c'est-à-dire une inscription active. On commence par les registres de 2011, on les affine, on fait un update, etc., etc. Et on laisse la voie pour les gens qui n'ont pas pu. Le problème, c'était pas inscription active ou passive, c'était l'inscription passive, c'est-à-dire on affecte les gens. Elle a été fait d'une manière très maladroite. C'est ça ce que je voulais dire. Si on le fait d'une manière bien préparée, on lui donne la logistique qu'il faut, l'information qu'il faut. C'était très mal organisé et c'est ça qui a créé un petit peu ces problèmes qu'on a vus. C'est pas l'inscription passive, c'est les problèmes logistiques et organisationnels. Il reste deux questions fondamentales. Oui, on va les aborder, mais ça c'est vraiment fondamental. Je sais, alors, mais il y a les Tunisiens à l'étranger nous écoutent. Oui. C'est par rapport à la problématique Très bien. du vote. Je vais lier avec élections. parce que ce que j'allais dire. Le temps nous presse, Madame Lille, et il y aura encore des sujets à traiter. Alors techniquement, en fait, ce qu'il faut également savoir, c'est que la base de données que nous avons actuellement, et encore plus celle des Tunisiens à l'étranger, est une base qui est imparfaite. Complètement imparfaite. Parce que quand on va aller s'enregistrer, donc, et le problème s'est posé justement au niveau des Tunisiens qui sont à l'étranger, qui très souvent n'ont pas les papiers, donc il y a eu énormément de C'est-à-dire qu'ils ne sont pas inscrits dans les institutions consulaires et diplomatiques, c'est ça? Non, ils ne sont pas inscrits donc nécessairement. Donc vous dites que le chiffre de 1 200 000 n'est pas véritable? Non, on dit qu'il n'est pas vérifié et qu'il n'y a aujourd'hui, à l'heure actuelle, aucune base de données réelle, donc qui recense. Donc c'est des approximations qu'on a sur les Tunisiens qui sont à l'étranger. Et l'approximation peut donner lieu donc à des... Alors pour nous justement, on ne peut pas se baser sur des approximations. Alors surtout que techniquement, même si on prend la base des cartes d'identité, alors surtout les vieilles cartes d'identité, c'est un problème épineux. Vous allez trouver par exemple, je ne sais pas moi, 40 rue Intel. Et parfois vous n'allez pas trouver la ville. Donc les gens vont être inscrits un peu au hasard. Et donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Le jour J, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des bureaux de vote? C'est que les gens se sont réveillés en se disant, de toute façon, je suis inscrit. Ils se rendent au premier bureau de vote, leur nom n'est pas sur la liste. Sur le deuxième, ils font encore quelques kilomètres. Donc, ils font là. Et ensuite, donc, il peut y avoir... Parce que l'inscription automatique, après, se fait sur la base de la carte d'identité nationale. Mais quelles sont les solutions? Voilà. L'enregistrement, justement, actif. Donc, nous, ce qu'on a proposé dans notre projet de loi, c'est très, très simple. On a dit qu'on part de la base de données précédente, celle qui est aujourd'hui, pour nous, assez propre. Celle de l'ISI, donc. Celle de l'ISI. Donc, sur cette base de données, donc, on la met à jour. Donc, on enlève les personnes... Oui, mais ce sont... Donc, il a été adopté par l'ISI après. Non, c'est-à-dire que c'est l'enregistrement. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire, oui, c'est une autre histoire. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Vous parlez de la tête de l'ISI, je suppose. Voilà. Oui. Donc là, l'enregistrement, les gens se sont enregistrés. Donc ça, c'est une base fiable. À partir de cette base-là, donc on la met à jour, et ensuite, donc on procède à l'enregistrement qui permettra aux étrangers. Comment vous l'avez donc organisé? Alors, vous avez retenu combien de places? 5 sièges. 5 sièges. Alors nous avons donc créé une circonscription qu'on a appelée la circonscription des Tunisiennes. Je souligne à Rafef qu'en Tunisie, on a 27 circonscriptions électorales, les 24 gouvernorats et les grands gouvernorats sont divisés par comme Tunis 1, Tunis 2, Sfax 1, Sfax 2. Voilà. Et la 28e pour les Tunisiens à l'étranger. Donc tous les Tunisiens à l'étranger auront 5 places dans le projet de Ratit, 10 places dans le projet de JSF. Et vous allez nous en parler encore. Alors tout simplement, nous sommes partis du principe, donc effectivement, nos Tunisiens à l'étranger, donc quelque part, il y a eu cette première expérience qui est et donc doivent participer à la vie du pays. Et donc ils doivent être de toutes les façons, c'est dans la Constitution, donc ils doivent être représentés, donc représenter leur voix, donc au sein du Parlement. Et donc c'est ce que nous avons fait. Alors nous avons proposé une liste des Tunisiens à l'étranger, donc, et une liste avec 5 sièges. Pourquoi 5 sièges? Tout simplement parce qu'il fallait trouver une base, disons, logique, et 5 sièges, 5 continents, donc un siège par continent. Donc les listes seront libres, ça serait à elles, puisque les Tunisiens vont voter sur le monde entier, donc ça serait aux partis politiques de voir s'ils préfèrent mettre un candidat par continent, ou bien, mais nous avons dit 5 continents, 5 sièges. D'accord. Concomitance ou différenciation entre pour nous, les élections législatives? Pour nous, différenciation. Voilà.
Pour nous, c'est pourquoi j'expose un peu la problématique, si vous permettez, oui, Madame Lille. Or, à FEF, il y a un souci qui se pose actuellement, encore un problème, c'est un problème qui est foncièrement politique actuellement. Est-ce qu'on va dans des élections concomitantes, c'est-à-dire on essaie d'organiser en même temps les présidentielles et les législatives, ou bien on fait un report? Et si on va dans le sens du report, qui sera fait en premier, les législatives ou les présidentielles? Et là, les avis divergent d'une façon incroyable, chacun a son argument. On va essayer d'écouter Madame Lili Herbey, ensuite Rafiq Haloumi. Alors donc concernant donc l'ATID, pour nous, donc partant toujours sur le même principe, c'est le principe de base qui nous a guidés un peu partout, c'est l'idée d'avoir le maximum de partis représentés pour maximiser la représentation des différentes sensibilités des Tunisiens. Donc pour nous, on s'est dit, c'est tout à fait normal que les politiciens fassent leur business, donc et pourraient préférer donc pour des raisons strictement politique, un mode ou un autre. Donc pour nous, on a dit, notre idée, c'est de concilier, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de sensibilité. Alors maintenant, quelle est parmi les trois, donc concomitantes, l'une avant ou pas concomitante déjà. Donc pour nous, le fait qu'elle soit pas concomitante, parce que il faut être l'électeur est rationnel quelque part. Donc s'il va voter et si c'est concomitant, donc il va voter pour les présidentielles et pour les législatives. Donc forcément, il va voter de la même manière. Donc si c'est concomitant, s'il va voter pour X aux législatives, il va voter également, théoriquement, pour X au niveau des présidentielles. Et donc là, on aura tout simplement la même... Donc le pouvoir sera, disons, centré chez une seule couleur ou un seul parti. On voudrait, avant de terminer, on va donner la parole. Ça n'a rien de scientifique, tu vois. Il n'y a rien de la rationalité du comportement des électeurs. Ça, c'est notre argument. De toute façon, il y a polémique. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est les partis politiques peuvent avoir et la société civile également. Donc, je parle de notre avis et notre position. Donc, notre position à nous, c'était de se dire qu'il vaut mieux séparer les deux, donc pour maximiser les chances d'avoir un pouvoir et un contre-pouvoir effectif. Et commencer par les législatives. Exactement, et commencer par les législatives. Commencer par les législatives, par les présidentielles. Par les présidentielles ou législatives? Les présidentielles, donc là c'est moins, donc on l'a pas mis, notre position là, c'est moins important. Donc les présidentielles pourraient être plus simples et plus rapides à faire, pourquoi pas les présidentielles? Parce que nous avons une seule circonscription nationale, une seule, donc, et là nous avons le scrutin majoritaire. C'est simple, les élections sont plus simples, pourquoi pas les présidentielles? L'idée de base pour nous, c'est pas dire celle-là ou celle-là, peut-être que les politiciens ont leurs idées. Donc là, pour nous, l'idée, nous, sociétés civiles, ce qui nous intéresse, c'est de tout simplement... Vous avez un autre avis? Non, c'est pas un autre avis, mais c'est l'approche. Lorsqu'on dit les gens, ils ont tendance, il faut faire des études pour le dire. On va pas dire ce qu'on on pense en tant que personne. Et non, ça n'a pas été fait en Tunisie. C'est pourquoi j'ai évoqué Hassan Zargouni. Non, c'est des études. Vous êtes scientifique, vous êtes chercheur. Vous n'avez rien contre Hassan Zargouni. Non, c'est un ami. Donc j'ai beaucoup d'amis. Mais non, c'est faire deux élections en même temps, c'est plus compliqué d'un point de vue logistique et technique. Un point à la ligne. Les autres, c'est du recours des politiciens, c'est des jeux politiques. Des partis comme Ennahda, ils veulent les faire les deux ensemble parce que ils ont de fortes chances de gagner. D'après leur perception, ils disent ok, on va surfer sur la vase. Ça coûte énormément de mobiliser à deux fois. Oui. Et donc d'autres partis se disent ok, nous on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut et puis on pourra contrer. Donc c'est un raisonnement purement politique. On peut avoir mais les faire les deux ensemble, c'est plus compliqué d'un point de vue logistique, c'est plus compliqué pour les Moi, il me reste, c'est-à-dire un point sur lequel... Il me reste une question. Ok. Après, je suppose aussi une question. Oui, non, mais on va laisser notre invité terminer. C'est-à-dire sur la notion du parrainage. Oui, tout à fait. On essaie d'expliquer qu'est-ce que le parrainage. Le parrainage, c'est de demander dans le but de rationaliser les candidatures, c'est-à-dire rationaliser, on suppose que lorsqu'il y a l'abondance, je ne sais pas pourquoi nous en Tunisie on est contre l'abondance, on veut plutôt gérer la pénurie que gérer l'abondance, alors que normalement... Mais l'abondance est synonyme de dilution aussi. Il y a la sélection naturelle des choses. C'est comme le darwinisme, c'est aussi dans la politique. Non, on n'est pas dans la jungle là. C'est vous qui le dites. Donc c'est la jungle. La politique, c'est un petit peu la jungle. Il y a les lois naturelles de régularisation. Donc
Le parrainage, J'aurais espéré que vous ne soyez pas dans la démographie, hein, sinon... Non. Donc, il y aurait des... Lorsqu'on demande à des gens de parrainer, c'est-à-dire une liste, le projet de JSF, il demande par exemple 2000 candidats, les projets pour la circonscription qui sont au-delà de 200 000 habitants. Voilà. Pour Atid, c'est plus rationnel, c'est par siège, c'est-à-dire si nous avons 10 personnes sur une liste, là on doit avoir chez Atid 100 signatures, 100 parrainages par... 1000. Non, par tête. Oui, donc pour une liste de 10, c'est-à-dire pour l'ensemble, ça nous fera 21 700. Nous, on pense que c'est un grand danger pour la démocratie naissante. Ça peut nous donner une dictature naissante, comme le disait l'ancien Premier ministre. Pourquoi? Parce que on va avoir un fichier national avec l'appartenance politique des gens. C'est contraire à la première règle, l'une des principaux piliers du vote, c'est le secret. Imaginons, on a 10 listes, 10 grands partis en Tunisie qui se présentent sur toute la Tunisie. Pour avoir une liste nationale de 17 sièges, ou 210, il nous faudra 21 000 signataires. On multiplie par 10, ça nous fera 200 000 signataires. C'est des gens qui vont être fichés, parce qu'on parle de unicité, c'est-à-dire un votant, c'est-à-dire un électeur inscrit, il ne peut supporter qu'une liste. Et donc, on aura un fichier national, avec ce que n'a pas pu faire Ben Ali pendant sa dictature. Nous, on le propose avec ce genre de projet de loi. C'est vraiment, le retour de Big Brother. 2, ça donne, on faisait face à l'argent électoral, on faisait face à l'argent électoral. Non, j'ai une petite critique à vous faire, mais Rafef... L'argent électoral, il était au moment du vote. On va maintenant avoir des gens qui vont... C'est-à-dire, on va acheter... Des voix pour... Ouais, voilà. Comment les personnes vont être fichées alors que le vote est anonyme? J'ai pas bien compris cette question. C'est pas une question de vote. C'est le parrainage. C'est le parrainage, c'est-à-dire, pour que la liste soit acceptée, il faut qu'elle ait un minimum de signatures. D'accord. C'est-à-dire, on va enjoindre à cette liste-là qui sera déposée à l'ISI pour la circonscription telle, donc un certain nombre de signatures dans une feuille avec carte d'identité, avec nom, prénom. Mais là, la critique que je vous fais, lorsque vous parlez de fichiers, moi je pourrais demander à mes adhérents en tant que parti de signer pour ça. C'est ce que j'allais dire. Et là, si vous dites que c'est fiché, alors que j'appartiens à un Nahda, ou j'appartiens à un Idetoun, ou j'appartiens à Takat, ou j'appartiens à Al-Arid al-Sharbiya ou autre, ou à l'Alliance démocratique, je vais dire, écoutez, moi je suis un sympathisant, je suis même un adhérent qui paye des cotisations. Il y a une différence entre un sympathisant et un... Non, je sais, mais restez dans l'essentiel. Non, je voulais dire, la loi aujourd'hui en Tunisie, elle n'oblige pas les partis à déclarer leur liste d'adhérents. Donc, 3 minutes et on a encore un dernier point à soulever. 2, pour les indépendants. Pour les listes indépendantes, pour les petits partis, ils ne sont pas obligés de déclarer leur... Ok, on parle de 2 partis. Il y a 2 partis en Tunisie qui ont plus de 20 000 adhérents. C'est Nidetoun, Sennahda. Tous les autres partis, ils ont moins d'adhérents. Donc, ils vont demander à des sympathisants de s'afficher. Moi, demain, on est encore dans une situation fragile. On est en transition démocratique. On voit ce qui s'est passé en Égypte. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, dans le cas où il y a un durcissement, on aura un fichier avec le nom des personnes de 200, 300, 400 000 Tunisiens qui vont donner leur appartenance politique. Sur les sanctions, je crois, Ennis, donc les sanctions prévues. C'est une question quand même qui est prévues. On vous promet de revenir. C'est vrai que non, sur ce point. Donc là, quand même, la critique a été quand même assez donc on laissera alors notre prochaine question. On joue vraiment avec le feu, avec ce truc-là. Et on joue pas au feu à Ben Ali. Là, je trouve que c'est quand même tendancieux. On n'a pas comparé à Ben Ali. On parle la notion de parrainage. Non, parce que le système, le système de parrainage, quand même, c'est un système qui existe dans plusieurs pays démocratiques du monde. C'est pas le cas actuellement. Nous, on pense qu'en Tunisie, aujourd'hui, personne n'a peur actuellement de s'afficher telle ou telle couleur. Le jour où
Donc là, peut-être que Rafiq pense qu'on est vers une dictature. Et non, mais Rafiq peut-être il est traumatisé un peu sur Ben Ali. Non, ça je comprends. Oui. Par contre, ça je comprends. Notre rendez-vous prend fin pour aujourd'hui. Oui. Alors, on aura un dernier mot. Sûrement, Rafef, on aura une prochaine émission. Merci beaucoup, Madame Lilia Bey, membre du bureau exécutif de l'Association tunisienne pour l'intégrité et la démocratie des élections à Atid. Merci beaucoup, Monsieur Rafiq Haloueni, coordinateur général du collectif citoyen pour le contrôle des élections Mouraqiboun. On va prévoir une autre émission Enis sur les élections, sur la loi électorale. Et allez voter. Exactement, voilà. On remercie également Nabil Saïdi pour sa collaboration technique. On se retrouve mercredi prochain à partir de 8h, même jour, même heure, à partir de 8h. Merci beaucoup. Mohamed Ali Cheibela pour le flash de 9h. Au revoir et à vendredi. Au revoir. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI. Dans le vif du sujet, avec Enis Moraï.